Mauvaise troupe, c'est le titre du livre Enquête écrit par Justine Brabant et Leila Mignano, paru aux éditions Les Arènes. Véritable coup de projecteur sur l'armée française et les dérives de ces jeunes recrues entre drogue, bavure et syndrome de stress post-traumatique. Retour sur ces mois d'investigation avec les deux journalistes, Justine Brabant et Leila Mignano. Bonsoir. 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 Pourquoi une enquête sur l'armée française ? Alors, disons que c'est un peu le prolongement d'enquêtes qu'on avait précédemment menées, notamment en Centrafrique, sur les accusations de viol par des soldats français d'enfants centrafricains. Et en fait, en allant travailler sur ces accusations de viol, on s'est rendu compte que ces jeunes Français qui étaient projetés sur place, bien souvent ne connaissaient pas le pays, et puis une fois sur place, étaient pris un peu d'une sorte de sentiment de toute puissance, parce qu'ils avaient un petit peu d'argent, parce qu'ils avaient leurs armes. Et on a voulu peut-être raconter un peu plus largement qui ils étaient, comment ils s'étaient retrouvés là-bas et ce qu'ils avaient pu y faire. Le livre part d'un constat, l'armée française a besoin de recruter, beaucoup recruter. Tout à fait, avec l'opération Sentinelle lancée après les attentats du Bataclan, il y a eu besoin de 10 000 soldats en permanence par jour sur le territoire français. Donc c'est un recrutement sans précédent qu'a lancé l'armée française. Et pour ça, il a fallu recruter comme ça s'est jamais vu, sachant que le recrutement était difficile déjà. Alors là, les difficultés se sont démultipliées. Et donc du coup, effectivement, l'armée française a été confrontée à une crise de recrutement. Vous parlez de la communication de l'armée pour recruter, tous les moyens sont beaux. Est-ce qu'on ment à ces futurs recrues à travers ces campagnes publicitaires ? Alors, je pense qu'au moins on leur ment par omission, parce qu'on leur vend alors peut-être des voyages, peut-être ce que certains considèrent comme de l'aventure, mais ce qu'on leur dit pas, c'est qu'il y aura aussi des violences, des blessures pour eux, c'est-à-dire le choc post-traumatique, vous en avez parlé, il y a des blessés de guerre, toujours aujourd'hui dans l'armée française, et puis on leur parle pas aussi de ce que certains seront amenés à commettre éventuellement, des exactions, et puis un contexte globalement extrêmement difficile. En Centrafrique, on connaît un peu quelle a été cette guerre civile et à quel point ça a été difficile. Très clairement, ça figure pas dans les affiches qu'on peut voir sur les panneaux des abribus quand on se balade par exemple à Paris ou en France. L'armée utilise même des youtubeurs pour inciter les gens à s'inscrire à l'armée, à aller à l'armée. Exactement, des youtubeurs très populaires. Chaque vidéo sont vues 6 millions de fois. Donc des youtubeurs qui sont comme Thibaut Inchep, donc spécialisés dans le culturisme. Donc ça, c'est pour les jeunes, on cherche des jeunes sportifs. Donc du coup, on va aller recruter des youtubeurs comme ceux-là. Ou on va aller chercher aussi des jeunes geeks. Donc du coup, on va recruter plutôt des youtubeurs qu'on se profile de fanats d'informatique, etc. Donc c'est les nouvelles techniques pour recruter dans l'armée française. Dans votre livre, vous parlez de problèmes de drogue. Vous citez dans le livre le service de santé des armées. Les militaires de l'armée de terre se droguent davantage que la moyenne de la population française. Comment on en arrive là ? Et bien du coup, pour plusieurs raisons, c'est une population, comme vous l'avez dit, jeune, très masculine, précaire aussi. Donc c'est un terreau fertile en fait à la prise de drogue. C'est ce que les médecins constatent. Et donc on constate qu'effectivement, dans l'armée française, notamment dans l'armée de terre, on se drogue 2 fois plus que dans la population jeune en général. Et pour les usagers à risque, c'est carrément 3 fois plus. Il y a dans ce livre une grande partie consacrée à la Centrafrique et à l'opération Sangaris. Ils nous ont envoyé quelque part, mais ils ne savaient même pas ce qui s'y passait. C'est ce que confie Romain, un militaire que vous avez rencontré, une méconnaissance finalement de la situation en Centrafrique. Oui, alors d'une part, eux, les jeunes recrues, savaient clairement pas très bien ce qui se passait. Ils expliquent qu'on les a préparés un peu à la hâte, qu'on leur faisait un petit peu des cours dans des grands amphithéâtres où on leur expliquait que c'était un peu une guerre interreligieuse. Et eux nous disent, mais moi, comme la religion, c'est quelque chose qui m'intéresse pas trop, j'ai pas très bien compris. Donc déjà, d'une part, eux étaient perdus clairement. Et d'autre part, ils ont eu le sentiment que leur commandement l'était aussi. Et ça, c'est un petit peu vérifié puisque le ministre de la Défense de l'époque, Jean-Yves Le Drian, avait dit à demi-mot plus tard, nous avions peut-être sous-estimé l'étendue des haines entre Centrafricains, ce qui était une manière de confesser qu'ils avaient mal analysé la situation, certainement. Les généraux pensent à une guerre éclair, c'est ça ce que vous dites dans le livre, quelques mois. Ils promettent que ce sera court, et puis finalement, Sangaris, ça dure de décembre 2013 à octobre 2016. Alors comment expliquer que les soldats français s'entassent à 1400 dans un camp prévu pour 450 personnes sur la base de Mpoko ? On parle de l'armée française.
C'est ça, c'est l'imprévisibilité, la mauvaise analyse de la situation. Au début, on croit à une guerre éclair et puis finalement, on fait venir des renforts, une relève qui s'entasse. Et effectivement, à 1400 dans un camp prévu pour beaucoup moins, mais aussi qui doivent aller sur le terrain avec des chaussures de mauvaise qualité, qui n'ont pas de véhicule blindé, donc du coup, ils mettent des gilets pare-balles sur les véhicules pour faire comme ça. On parlait même de cas de paludisme. Exactement, donc des cas de paludisme parce qu'ils n'ont pas assez de moustiquaires. Donc effectivement, on parle de l'armée française. Résultat, ça, on leur vend pas, on leur explique pas dans les clips de publicité. Vous avez rencontré au cours de votre enquête les Godobé à Bangui, les enfants des rues. Quels souvenirs gardent ces enfants de l'opération Sangaris? Un souvenir forcément partagé, ils le disent eux-mêmes, il y avait comme partout, il y en avait des biens et il y en avait d'autres qui étaient moins bien, parce qu'à la fois pour eux, les Sangaris, c'était parfois ceux qui leur donnaient un petit peu de sous quand ils passaient devant leur guérite, qui leur emmenaient faire des petites commissions, sauf qu'ils expliquent qu'au début, on leur envoyait leur chercher des sucrés, par exemple, des jus de fruits, et puis qu'après, on leur a demandé d'aller chercher de la drogue, et puis qu'à la fin, on leur a demandé d'aller chercher des filles, parce que les soldats français, c'est ce qu'on montre notamment dans notre livre, avaient recours à la prostitution, même si officiellement, c'est tolérance zéro dans l'armée française. Et c'était ces enfants soldats qui faisaient un peu office d'interface entre les soldats français qui voulaient avoir recours à la prostitution et les femmes sur place. Et la deuxième chose, c'est que non seulement il y avait un recours à la prostitution, mais y compris les enfants, on s'interroge et sont très critiques de qui étaient les prostituées et les femmes que les soldats français sollicitaient, parce qu'on a découvert aussi que, étant donné la guerre, il y a des jeunes filles de plus en plus jeunes qui se sont mises à errer dans Bangui pour ces raisons-là, et on soupçonne que les soldats français, il y a de très fortes raisons de penser que les soldats français ont eu recours à des prostituées mineures, et en fait c'est même plus d'ailleurs de la prostitution, ou alors on peut appeler ça de la prostitution de survie. La question du consentement est très problématique, et ça bien sûr les enfants aussi s'en souviennent. Bien sûr, il y a eu des cas de viol, des cas d'abus notamment, et les Godobé sont toujours finalement un peu au milieu de tout ça. C'est un peu la relation, il y a une relation particulière entre les Godobé et les militaires français. Oui, sur les cas de viol, en fait, c'est même des militaires français qui s'interrogent et qui se disent, en fait, les filles étaient tellement jeunes, tellement expérimentées, qu'on se pose la question du viol. Et puis quand on s'intéresse un peu à quels étaient les termes de cet échange entre guillemets, certains disent on les payait à la fin avec des bouteilles d'eau. Donc oui, effectivement, il n'y a pas eu de procès aujourd'hui malheureusement qui aboutit à une condamnation pour viol, mais tout ce qui est décrit relève très probablement de ce cas-là. Et oui, les Godobé étaient bien sûr aussi témoins de ça. Des militaires français, après avoir été accusés de viol d'enfants en Centrafrique, ont bénéficié d'un non-lieu. Est-ce que l'affaire n'a pas été étouffée, tout simplement? Quand on voit justement tout ce qui se passe dans le livre, on se dit que peut-être qu'il y a eu d'autres choses encore plus graves. Alors en fait, le parquet ne dit pas que ça ne s'est pas produit. Donc dans cette décision, il dit on n'a pas été capable d'identifier les militaires. Ça, c'est quelque chose qui a été très peu relayé par l'armée. Bizarrement, l'armée dit il y a eu un non-lieu, finalement ces accusations étaient fallacieuses. Non, le parquet dit bien ça. On ne dit pas que ça ne s'est pas produit, on dit simplement qu'on n'a pas été capable d'identifier les militaires. Donc ça, c'est une différence vraiment qu'il faut noter, quoi. Et par ailleurs, sur la question d'étouffer ou non, je pense qu'on n'a pas, en tout cas, on n'a pas les éléments là pour le dire ou pour l'écrire dans ce livre, mais parfois c'est malheureusement plus simple que ça. C'est-à-dire aussi que, et on l'avait documenté vraiment dans une enquête précédente, c'est aussi le fait d'arriver très tard pour enquêter, arriver peut-être 2 ans plus tard à certains endroits en disant que logistiquement on pouvait pas aller interroger la victime et que donc elle avait un peu ses souvenirs étaient moins précis. Enfin voilà, il n'y a pas forcément besoin que le président de la République française dise étouffons-le. Parfois, c'est aussi juste une sorte d'inertie, en fait, aussi de la justice. Il s'est passé des choses très graves, des viols, mais aussi des tortures, des bavures, des règlements de compte. Mais comment réagit l'autorité militaire ? Elle réagit très tardivement, en tout cas dans le cas de torture que nous on documente. Donc Toubi qui est ligoté à un arbre est battu très durement par plusieurs militaires, etc. Donc l'armée ne réagit que 2 ans après, quand un militaire pris de remords dénonce en fait ces faits à son père qui se trouve être un général. Et du coup, donc il y a une enquête, mais par exemple là on peut dire que la justice trépigne puisque cette affaire-là a eu lieu il y a 5 ans. Il y a 5 ans, une enquête a été ouverte et aujourd'hui il n'y a absolument rien qui se passe. Les militaires n'ont même pas été entendus en fait dans cette histoire. Donc là, je ne sais pas s'il y a étouffement ou pas étouffement, mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Dans cette enquête, vous démontrez un silence assourdissant de l'armée. Pourquoi ce silence ?
Effectivement, un silence et sur beaucoup de sujets. Même nous, quand non seulement ils ne communiquent pas forcément sur ce qui se passe, mais en plus, même quand on leur pose des questions précises, ils peuvent nous répondre parfois, ça relève de la compromission du secret défense, qui signifie qu'en gros, c'est plutôt de l'intimidation envers nous. Alors, pourquoi silence? Il faudrait leur poser la question directement, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas intérêt à beaucoup prendre la parole, parce que ça donnerait peut-être plus d'écho encore à ce qu'ils ont intérêt à pas faire la publicité. Si les gens savaient comment ça se produisait, sans doute ils s'engageraient moins. Sans doute peut-être en Centrafrique, il y aurait plus je sais pas, même de poursuites judiciaires, puisque les cas qu'on documente sont possiblement poursuivables en France. Donc voilà, mais il faudrait leur poser la question directement. On vous a menacé, finalement, limite presque. Nous, on l'a interprété en tout cas comme de l'intimidation. Quand tu as une question assez précise sur des faits précis, on vous répond si vous parlez de ça, ça relève de la loi sur la compromission du secret défense. On sait qu'en France, ces derniers temps, il y a eu des journalistes qui ont été convoqués dans d'autres affaires, mais toujours en arguant de ce secret défense. On comprend bien que c'est peut-être plutôt un outil pour dissuader les gens de travailler sur ces sujets-là qu'autre chose. Justine Brabant, Leïla Mignano, merci d'avoir accepté notre invitation.